Bon, bah, ravi de vous Bonjour. avoir. Bonjour, vous avoir tous les deux. En fait, on va pas être trop long, mais c'était plus parce que j'ai déjà interviewé Loïc il y a l'année dernière quand il sortait de prison en Allemagne parce qu'il était accusé d'avoir jeté des canettes de bière sur des policiers allemands. Et puis là, quand j'ai assisté sur Internet au débat où vous aviez participé avec Mathias, vous avez évoqué, j'enregistre là, hein, donc c'est simplement, on utilisera 5 minutes, je vous préviens, il n'y a pas de, c'est simplement pour avoir votre éclairage sur l'attitude du parquet de Paris, enfin voilà, c'est pour parler un peu de justice et vous faire, vous rencontrer un petit peu tous les deux, que j'ai voulu faire cette rencontre sur Internet. Donc oui, quand j'ai vu le débat, j'ai découvert qu'il y avait donc un militant, vous sortiez du TGI de Paris, vous étiez en audience, je crois, pour l'histoire des Gilets jaunes sur le Fouquet's, et vous avez évoqué un militant d'Anonymous qui était dans une situation invraisemblable, et le hasard fait que je connais assez bien Loïc, et donc j'ai voulu comprendre cette situation. Et comme vous étiez à l'origine de mon intérêt pour cette histoire, j'ai eu envie de vous faire participer à cet échange. J'ai failli ne pas arriver ce soir parce que j'étais à une audience. Je l'évoque parce que ça a un lien avec le sujet de ce soir. Je défendais ce couple qui était accusé d'avoir volé 4 fourchettes au Fouquet's le jour de la manifestation des Gilets jaunes, après que le Fouquet's ait été détruit. Et on a vu déjà, parce que l'un des sujets de ce soir, c'est de savoir si on devra résister, si on ne gagne pas. Il y a beaucoup de gens qui résistent. Il y a déjà beaucoup de gens qui ont résisté, Oui, bien sûr. comme eux, les Gilets jaunes. Et juste avant l'affaire que j'ai dû plaider, il y avait une autre affaire je ne savais pas du tout qu'elle allait avoir lieu juste avant la mienne. C'était un jeune homme qui était à Sivens en 2014 pour, là aussi, résister contre la construction du barrage de Sivens, qui a par la suite été annulé. Et il était poursuivi pour avoir fait des DNS, c'est-à-dire d'avoir essayé de pirater des sites internet de la préfecture juste après la mort de Rémi Fraisse, en hommage à Rémi Fraisse. Vous vous connaissez peut-être, vous êtes rencontrés au tribunal tous les deux, mais Arié, en tant qu'avocat, je vois bien ce que vous défendez des Gilets jaunes, vous défendez un peu des causes, on va dire, pas perdues, mais des causes difficiles. Qu'est-ce que ça a de spécifique pourquoi le parquet de Paris a cette attitude avec Loïc? Enfin, comment on peut réfléchir à ça? Comment on peut expliquer cette attitude du pouvoir à l'égard d'un jeune homme comme lui qui essaie enfin, en tout cas, de faire valoir ses idées, quoi. Bon, je pense qu'il y a plusieurs raisons. La première, elle est très générale, c'est que tout contestataire, tout opposant politique est forcément vu d'un mauvais œil par l'État et par le pouvoir de manière générale, puisque c'est une entrave au bon fonctionnement général du déroulement du pouvoir. De manière, comme d'ailleurs toute liberté, hein, c'est François Sureau qui le dit très bien. L'État a pour principale tendance à réduire les libertés parce que elles réduisent l'exercice le libre exercice du pouvoir. Ça, c'est une manière très générale. Mais de manière spécifique, je crois que j'en reviens à pourquoi nous nous sommes rencontrés, à quel endroit nous nous sommes rencontrés, ce lieu de pouvoir aussi, qui est le tribunal judiciaire avec Loïc. C'est une véritable coïncidence parce que Loïc était poursuivi pour des faits d'intrusion dans un système informatique d'État ou de collectivité territoriale, à la suite de l'affaire de Rémi Fraisse, dont je suis l'avocat pour la famille depuis son décès, depuis la nuit de son décès. Et je l'avais d'ailleurs écrit peu de temps après l'affaire de Rémi Fraisse. La mort de Rémi Fraisse était un moment de tension pour le pouvoir extrême. Et d'ailleurs, beaucoup s'étaient écharpés sur la symbolique du décès de Rémi Fraisse dans une manifestation, un militant écologiste, pacifique, tué par une grenade de l'armée, des gendarmes, sur une zone à défendre, entre guillemets, puisque c'était une zone qui était un chantier totalement
vide de toute, à part un signifiant politique. Donc, je crois que c'est l'affaire de Rémi Fraisse, ce pourquoi Loïc était poursuivi, sont à l'intersection de différentes symboliques politiques et d'exercice du pouvoir. Je pense que c'est vraiment important de le dire et c'est aussi pour ça que le parquet s'acharne, à mon sens, sur Loïc. Mais là c'est simplement en termes de droit, ça n'est même plus de l'acharnement. C'est, comment dire, la chose est déjà jugée. Enfin, c'est au-delà de l'acharnement. C'est un déni de droit. Enfin, enfin, comme ça, moi, je suis pas juriste. Enfin, j'ai deux, trois notions de droit, mais c'est comment on peut faire appel d'une décision de relax sur des faits qui sont déjà jugés. Enfin, comment un magistrat peut justifier une telle attitude? Ou alors tout est permis. Alors moi, je vais reprendre plutôt les termes de son avocat, Étienne Ambroselli, puisqu'il a été superbement défendu par un avocat militant, qui d'ailleurs lui-même souvent visé par l'État et par la chose étatique, notamment dans d'autres terrains de militantisme, comme à Bure. Concrètement, ce qu'il faut bien comprendre juridiquement, c'est que normalement, on ne peut pas être jugé deux fois pour la même chose. C'est ce qu'on appelle le principe du non bis in idem. Le parquet joue et manipule le droit. Il essaye de jouer finalement une sorte de problème d'interprétation du droit en disant « je ne poursuis pas Monsieur Schneider pour la même chose, mais je le poursuis pour chaque intrusion sur un site différent à la même époque. » Sauf erreur de ma part, Monsieur Schneider. Oui, non, voilà, c'est ça qu'il joue. Sauf que d'abord, il conteste, mais ensuite, si les faits se déroulent dans une même continuité de temps et d'action, on ne peut pas le juger pour des faits distincts alors que ce sont les mêmes faits. C'est clairement une violation tant du droit international que du droit européen, que d'un principe fondamental historiquement du droit pénal. Ça existe depuis Beccaria et depuis la Révolution française. On ne peut pas juger une personne deux fois pour les mêmes faits, ou bien on ne peut pas punir deux fois pour le même type de fait. Donc voilà à quoi joue le parquet. Je pense que le parquet sait très bien ce qu'il fait. Je crois que le parquet a simplement envie d'appuyer sur Monsieur Schneider et en faire une forme d'exemple politique. Il y a une volonté de destruction des individus à partir du moment où ils sont pris dans les mailles de l'État, qui ne veut pas lâcher et qui essaye de réduire à néant toute expression politique et toute résistance. Loïc, tu veux réagir à ce que dit Arié? C'est vrai, j'aurais dû le préciser au préalable. Je vous ai invité en sachant très bien que vous n'êtes pas l'avocat de Loïc. C'était simplement une sorte de... Parce que vous êtes témoin, vous avez été témoin de cette scène, et c'est à ce titre que j'avais envie que vous rencontriez, quoi. Pour moi, c'était incroyable de me retrouver, et avec tous ces renvois qu'il y a eu, je me disais tout le temps, d'ailleurs, les renvois ils tombaient par rapport aux décisions de justice de non-lieu que Almi portait par rapport à la famille de Rémi Fraisse pour qu'il y ait une condamnation symbolique et que la responsabilité de l'État soit vraiment mise à jour, ce qui n'existe pas. Et du coup, là, ça va jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, si je ne me trompe pas. Et à chaque fois, ça se chevauchait avec les procès dans lesquels je suis. Et ce que moi, je trouve assez exceptionnel, c'est... En fait, ils ont tué quelqu'un, l'État a tué quelqu'un. Il y a eu une réaction quelques jours après. Et en fait, cette réaction qui n'a rien fait, c'était 18 minutes, ça n'a même pas réussi à bloquer, c'était juste un ralentissement. Et ben, il y a un acharnement derrière, et il y a une instrumentalisation derrière. Et avec le temps, ça commence à se remplir. Et puis finalement, c'est même repris par les procureurs personnellement, qui vont en faire autre chose, qui ne reprennent même plus ce qui a été dit en première audience. C'était les 4 000 € que demandait en préjudice d'image la préfecture de police de Paris. On les oublie et on demande en appel 10 mois de sursis qui n'existait pas du tout en première audience. Et moi, cette espèce de mise en comparaison entre à la fois la mort de Rémi Fraisse et cette affaire, on voit qu'on est sur des faits totalement différents et la justice est à deux vitesses complètement. Et moi, j'étais vraiment content de pouvoir me retrouver avec Halimi qui soit là. Ça m'a aussi donné du courage par rapport à ce procès qui me prend énormément d'énergie aussi, qui me prend énormément de temps. Chaque fois, je dois faire un déplacement pour aller à Paris, même quand il y avait des renvois. Et là, qu'il était ici, ça me rappelait en fait tout ce qui s'était passé. Moi, il y a des moments, j'étais vraiment pas... J'étais au bord de pleurer de l'émotion parce que moi, j'étais présent à Sivens. J'ai participé à ces manifestations.
Et en fait, j'étais là aussi dans la nuit lorsqu'il y avait des affrontements et j'étais pas loin. Enfin, je sais pas exactement où c'est arrivé, mais en tout cas, dans la nuit, moi, j'étais pas loin. Et, et j'ai vu ces grenades, j'ai vu ces tirs de flashball et moi, je captais pas, je voyais pas que c'était si grave que ça, je comprenais pas, je pensais pas qu'on pouvait mourir en fait. Et le lendemain, je me souviens que j'ai téléphoné à ma petite sœur et j'ai pleuré parce que je me disais, mais en fait, j'aurais pu y passer. Et après, cette instrumentalisation de l'État, c'est cette légitimation, entre guillemets, du fait qu'ils avaient tué quelqu'un parce qu'il y avait des violences, et alors le choix des images et toutes ces choses-là, alors que clairement, c'était un massacre, il y a eu 400 grenades explosives. Enfin bref, moi, ça continue à me révolter, ce truc-là. Et juste, la préfecture de police de Paris, elle continue à jouer un jeu d'escalade et de tension. Ils suppriment des grenades, mais les grenades font les mêmes choses, avec la GLI F4 qui a été enlevée, mais la GM2L qui fait les mêmes problèmes, qui défonce des mains. C'était le cas à Paris pour la loi sécurité globale, à Redon aussi dernièrement. Donc on est sur un mépris total et une tromperie généralisée. Et en fait, ça, c'est des combats. Et j'admire ce qu'Alimi fait en défendant les familles victimes de violences policières, que ce soit Cédric aussi ou d'autres. En fait, il faut vraiment arriver à mettre en lumière ça parce que c'est inacceptable. Et ça bousille des vies, ça prend des vies et ça choque aussi. Et moi, personnellement, c'est un truc qui me tient à cœur. Et je continuerai à dire que, de mon point de vue, cette attaque après la mort de Rémi Fraisse, elle est totalement légitime. Et en fait, l'État, aujourd'hui, continue à la sourde oreille. Et moi, ça me révolte quand il me dit que c'est pour me remettre dans le droit chemin, alors que eux, ils ont enlevé du droit chemin Rémi Fraisse et qu'ils ne le remettront jamais. Donc, voilà. Oui. Et j'espère que, en tout cas, la Cour européenne fera quelque chose par rapport à ça au niveau de la famille Rémi Fraisse. On verra. Arié, je voudrais vous demander, c'est une question que je pose plus personnelle à l'avocat, c'est que, donc effectivement, comme l'a dit Loïc, vous défendez des gilets jaunes, vous défendez des victimes de violences policières, vous êtes avocat. Est-ce que vous sentez depuis un durcissement, c'est-à-dire les magistrats auxquels vous êtes confrontés en tant que défenseur de ces victimes, ou en tant que ce sont des hommes aussi, c'est-à-dire est-ce que vous avez des relations personnelles avec eux en dehors des audiences? Est-ce que vous sentez que vous êtes face à une mécanique humaine, enfin qui n'entend rien, qui est aveugle, sourde? Est-ce qu'il y a un petit espoir, ou est-ce que vous êtes face perpétuellement à un mur qui se consolide et qui se durcit de plus en plus? Comment, en tant qu'homme et en tant qu'avocat, vous vivez cette période? Alors, c'est assez paradoxal, mais je pense pas que l'État, d'ailleurs, puisse se concevoir de manière monolithique. Je reprends d'ailleurs la définition, en tout cas les explications que Bourdieu donne dans l'État, c'est vraiment une épaisseur avec une succession d'esprits, de volontés, de directions, de rapports de force différents. Et donc la justice, ça fonctionne pareil. Il y a vraiment des directions et des orientations différentes. De plus en plus, je parle avec des magistrats. Et même, j'ai des liens de plus en plus étroits avec des magistrats depuis qu'ils ont pris conscience de l'horreur et des problèmes démocratiques fondamentaux que posent les violences policières. Et ça a créé des liens. Je crois qu'il y a vraiment des humanités profondes au sein de la magistrature. Et pourtant, la justice est une institution. Et si, par exemple, le parquet, qui est le relais ou la courroie de transmission de l'exécutif et du gouvernement, décide de s'en prendre à quelqu'un comme Loïc, ou décide de s'en prendre à quelqu'un comme ce couple de gilets jaunes que je défends pour une fourchette et 3 salières dans l'affaire du Fouquet, qu'ils ne cessent d'ailleurs de poursuivre de leur puissance. Donc, si les magistrats concrètement ont une prise de conscience de l'horreur et du problème essentiel et démocratique que posent les violences policières, il y a un vrai dialogue qui s'est instauré avec eux. Ils sont même compatissants avec les victimes. En revanche, l'institution judiciaire, par l'intermédiaire du procureur de la République, peut très bien s'acharner sur des gens comme Loïc, sur des gens comme le couple de gilets jaunes que je défends pour une salière et 3 fourchettes au moment du Fouquet. Et on ressent peut-être que voilà, il y a une humanité au sein des fonctionnaires judiciaires qui peut disparaître quand on prend l'institution judiciaire dans sa globalité. Et est-ce que le procureur de la République, enfin la personne du procureur, en l'occurrence c'est Rémi Hetz en ce moment, avant c'était Molins, est-ce que ça change la nature des rapports que vous avez avec le parquet? Est-ce que les hommes ont une influence? Est-ce que le choix des hommes est important? Et là je pense que Rémi Hetz va partir, il va être remplacé par quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui se joue selon vous derrière ces choix du pouvoir?
C'est vraiment déterminant. Moi, j'ai vu, je vous prends par exemple la section AC2 du parquet, qui est une section qui s'occupe de la liberté de la presse et des poursuites en matière de diffamation, d'injures, d'injures à caractère racial. On avait des relations excellentes jusqu'à ce que la chef de cette section change il y a quelques temps. Et ça a changé dans le sens où il y a eu une volonté d'abord de protéger les fonctionnaires de police et de poursuivre des militants plus facilement. Voilà. Donc ce que je dis, c'est que la magistrature est vraiment impactée par son humanité ou bien par son lien avec le pouvoir, notamment dans le cadre du procureur de la République. Oui, il y a des procureurs qui sont beaucoup plus compatissants avec le pouvoir et qui relaient la chose politique. Ce fut le cas de Courroy à Nanterre. Ce fut le cas de Rémi Heitz à Paris. Il va bientôt partir également. Pour Molins, c'est un peu plus compliqué parce qu'il avait une forme d'autorité morale qui faisait qu'il pouvait s'opposer à l'exécutif. Et puis aussi, la façon dont il est choisi est très importante. Rémi Heitz a été choisi avec une volonté réelle d'Édouard Philippe à l'époque de choisir quelqu'un qui pouvait travailler avec l'exécutif. Quand on disait travailler, c'était qu'il accepterait ce que l'exécutif souhaitait au sein de la représentation judiciaire, au sein des poursuites qui seraient choisies avec telle ou telle orientation. Non, nous, on conçoit plutôt un parquet qui serait vraiment indépendant. C'est quelque chose qui est sollicité depuis très longtemps par la Ligue des droits de l'homme, par le syndicat de la magistrature ou par d'autres organisations, parce que c'est à ce moment-là que la justice aura enfin un rôle de pouvoir et non pas un simple rôle d'autorité. On le voit d'ailleurs, pour en finir sur cette thématique, mais il n'y a pas très longtemps, Emmanuel Macron, au moment des perquisitions chez Éric Dupond-Moretti, au ministère de la Justice, a dit clairement que la justice n'était pas un pouvoir, mais une autorité, et ne pouvait pas se permettre de venir en contre-pouvoir véritable sur les actes qui pouvaient être reprochés à des ministres. C'est une vision effectivement à la française de la séparation des pouvoirs, alors que dans d'autres pays, comme aux États-Unis ou ailleurs, on a trois pouvoirs distincts et la justice qui exerce réellement un rôle de contre-pouvoir. C'est là qu'il faudrait aller en France pour avoir une vraie indépendance et ce qu'on appelle le checks and balances, c'est-à-dire des contre-pouvoirs respectifs. C'est vous qui évoquez Éric Dupond-Moretti, c'est une toute petite question là-dessus. On pouvait espérer à sa nomination, étant avocat, et quel avocat quand même, un peu un peu d'écoute et un peu d'intelligence, de mettre un peu d'huile dans ces rouages-là en matière de choix des parquetiers. Et on a l'impression que pas du tout. Enfin, je me trompe peut-être. Moi, je suis pas à l'intérieur du corps judiciaire ni du corps des avocats, mais est-ce que vous pouvez vous faire entendre de lui par des associations d'avocats, ou est-ce qu'il est dans une posture complètement hermétique par rapport à des propos comme les vôtres? Alors c'est une question compliquée, Éric Dupond-Moretti, parce qu'effectivement, moi je le considère comme l'un des plus grands avocats de tous les temps. Beaucoup d'ailleurs de mes confrères, mes consoeurs et confrères le considèrent comme un des plus grands avocats de tous les temps, indéniablement. Il a choisi d'être ministre de la Justice. C'est un choix personnel. Et c'est un choix qui implique de ne pas être dans le même costume ni dans le même rôle. Il le dit clairement lui-même, je ne suis plus avocat, je suis ministre de la Justice. Et je crois que même s'il avait des convictions profondes en tant qu'avocat, il les a pas forcément toutes conservées avec lui dans ses poches en endossant ce nouveau costume. Mais il l'assume pleinement, il n'y a pas de difficulté à ça. À partir du moment où il a intégré un gouvernement qui n'avait pas les mêmes orientations que celles qu'il pouvait avoir lui-même en tant qu'avocat lorsqu'il est ténor du barreau et qu'il revêtait la robe, voilà, il a fait ce choix. Moi, je trouve ça assez cohérent de dire je ne suis plus avocat, je n'ai pas les mêmes convictions, j'ai un autre costume. Il n'a pas fait de choix véritablement de nouveaux parquetiers pour l'instant, parce que Heitz avait été à Paris, en tout cas, il avait été choisi avant même qu'il ne soit ministre de la Justice.
Donc, c'est pas lui qui en a fait le choix. Maintenant, je ne peux pas vous dire grand-chose de plus sur ces orientations. Non, je crois que ce sont deux métiers différents. Bon, je crois que ce sont vraiment deux métiers différents. Je vous remercie de m'avoir tous les deux donné un peu de temps là je voulais un peu dans l'entretien que j'avais avec Loïc qu'on ait cet éclairage-là. Loïc, tu as quelque chose à dire à Arié ou réciproquement pour finir? Déjà, j'espère que peut-être plus tard on arrivera aussi à faire peut-être des procès ensemble, parce que là j'ai eu donc une nouvelle visite de la DGSI il y a 2 jours pour un truc d'attaque informatique aussi, mais je suis entendu comme témoin et il y a le risque que ça se finisse en garde à vue, mais je ne sais pas encore, je vais voir, c'est le 27 juillet. Et c'est une nouvelle procédure. Après, on avait échangé déjà de petits messages et puis je me réjouis si on arrive à faire des choses ensemble. Mais sinon, j'aimerais juste dire peut-être très rapidement sur Sivens, quelques mots très rapides. C'est un projet qui a été porté par la CACG, un organisme public-privé qui fait eux-mêmes les études, qui font même les études d'impact. Il y a un barrage qui a été construit juste avant, c'est le barrage de Fourogue. Il a été déclaré illégal après sa construction et inadapté. Il n'a même pas servi ce à quoi il a été construit. Il a juste servi à prendre de l'argent public. Il y a des personnes qui ont voulu avoir un débat public, qui ont fait une grève de la faim pendant 60 jours juste pour avoir un débat public, qui n'ont pas été entendus par les autorités. Donc, à Sivens, le projet il a été abandonné, il a été déclaré illégal finalement après par la Commission européenne. Et derrière, il n'y a aucune personne qui se prend des procès. On peut détruire une zone humide, on peut détruire une forêt, on peut blesser des personnes, tuer des personnes, et derrière, on ne va rien y avoir du tout. Par contre, de 18 minutes de site internet qui au début ne dérange même pas, finalement prend une ampleur politique sur un coup de tête ou sur une volonté. Donc, ces projets-là, il faut se battre, comme il avait dit avant aussi, il y avait Ariel Limi en parlant de mon avocat Étienne. Il y a Bure aussi, il y avait Notre-Dame-des-Landes, il y avait Sivens, il y en aura d'autres, et c'est des projets de passage en force locale sur des projets qui sont complètement décalés par rapport à la thématique écologique du moment. Et il faut continuer à s'y opposer et pas hésiter à aller aussi sur des moyens, quand le moyen légaliste ne fonctionne pas, de mon point de vue, sur l'occupation et d'autres types d'actions. Voilà. Merci Loïc. Vous voulez réagir à ça? Parce qu'en même temps, quand je l'entends parler, je me dis, être avocat de militants comme Loïc, c'est un sacerdoce, quoi. Au bout d'un moment, ça devient compliqué, même pour avocat. Enfin, je veux dire, vous en défendez beaucoup. J'imagine que c'est pas pour vous enrichir, quoi, mais ça doit être dur. Comment économiquement, d'ailleurs, c'est ma dernière question. Enfin, est-ce que vous avez une réaction à ce qu'il dit et économiquement, comment ça se passe pour vous, ce type de dossier? Vous avez l'aide judiciaire, ça doit être compliqué quand même, non? En fait, c'est très, très variable. Ça dépend de la possibilité pour chacun de se défendre, mais c'est vraiment la base de la déontologie de l'avocat. C'est-à-dire qu'on ne peut demander des honoraires qu'en fonction du niveau de revenu d'une personne. Donc, on peut très bien demander des honoraires importants à une personne qui gagne très, très bien sa vie. Et rien du tout, l'aide juridictionnelle, voire rien, ce qui m'arrive fréquemment à des personnes qui ne gagnent pas du tout correctement leur vie et qui ont besoin d'une défense. Après, on peut pas forcément, au bout d'un moment, quand on a un cabinet à faire tourner, des collaborateurs à payer, des charges, etc., on est obligé de se débrouiller. Des fois, il y a des caisses, ça arrive, des caisses militantes. Pendant le mouvement des Gilets jaunes, il y avait des cagnottes qui se mettaient en place. On arrive toujours à se débrouiller de toutes les manières. Et puis, c'est pas les avocats qui sont le plus à plaindre, donc il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. D'accord. Bon, je vous remercie tous les deux et je vous souhaite un bon week-end. Et puis, haut les cœurs, quoi. On a du travail dans l'avenir, vous comme moi, quoi. Merci en tout cas. Hein. Et un de ces jours de se voir en présentiel, comme on dit. Ouais, pourquoi pas. Avec plaisir. Voilà. Au revoir. Au revoir, Loïc. Salut, Ariel. Merci. Au revoir, Denis. Ciao. Au revoir.